Le suspense se poursuit autour de la drague échouée depuis 4 jours au large de Calais. Si un marin a pu être sauvé cette nuit, l'espoir s'amenuise pour 5 autres qui sont toujours prisonniers. Proche-Orient, les Israéliens ont déjà eu presque autant de tués que pendant toute la guerre des 6 jours. Le général Abraham Mendler, qui commandait les blindés dans le Sinaï, a été tué. Les Israéliens annoncent avoir abattu aujourd'hui 2 Mirages. Des troupes saoudiennes sont arrivées aujourd'hui sur le front du Golan, c'est officiel. Les premières images dans ce journal des inondations très graves qui se sont produites la nuit dernière sur la côte d'Azur, des inondations qui ont fait au moins 3 morts et des dégâts très importants. Une semaine après la mort tragique de François Sevère, le champion du monde Jackie Stewart décide de renoncer à la compétition automobile. Jackie Stewart est âgé de 34 ans, il a couru 99 grands prix. Le salon de l'auto ferme ses portes dans quelques minutes à la porte de Versailles. Ce 60e salon a été marqué par une certaine désaffection du public. Il y a eu environ 10% de visiteurs en moins que pendant les années précédentes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. À la veille du 10e jour de guerre entre Israël et les pays arabes, la situation a été marquée aujourd'hui par une recrudescence des combats sur tous les fronts. Il est encore pratiquement impossible de faire un bilan des pertes de part et d'autre, tant les chiffres publiés sont évidemment sujets à caution. Il est cependant certain que les pertes en matériel, chars d'assaut, avions, etc. ont été énormes et les pertes en vies humaines très importantes. Il y a cependant un chiffre qui a été publié cet après-midi côté israélien et qui mérite qu'on s'y arrête. Tel Aviv reconnaît en effet avoir perdu 656 tués depuis le début de la guerre, un chiffre qui approche sensiblement le bilan des pertes israéliennes au cours de la guerre des 6 jours. À noter que parmi ces tués se trouve un général qui commandait les forces blindées dans le Sinaï, le général Abraham Mendler. Pour ce qui concerne l'extension toujours possible de la guerre à d'autres pays arabes, rien ne permet de confirmer ce soir l'information donnée de sources israéliennes selon laquelle des Mirages libyens auraient participé à la bataille du Sinaï ce matin. Les Israéliens ont cependant annoncé ce soir avoir abattu 2 Mirages. Et puis il semble se confirmer que le Koweït soit sur le point d'envoyer des blindés et des soldats sur le front syrien. Et j'apprenais à l'instant que des troupes saoudiennes ont commencé à arriver sur le Golan. C'est ce que l'on vient d'annoncer de sources officielles il y a quelques minutes seulement. Sur le terrain, après une nuit et une matinée marquées par de violents combats, notamment sur le front nord, l'intensité a légèrement décru cet après-midi, mais les blindés israéliens sont depuis ce matin à portée de la ville de Damas, une vingtaine de kilomètres, dit-on. Après avoir fait porter leurs efforts sur ce front, les Israéliens, c'est ce qu'ils disent, pourraient s'occuper dans les prochaines heures du front dans le Sinaï. Sur toute la longueur de ce front, les forces égyptiennes ont lancé ce matin à l'aube une attaque générale qui semble avoir obtenu un certain succès. C'est très tôt ce matin que les forces armées égyptiennes ont déclenché cette offensive de grande envergure, de grand style, sur les 170 km de longueur du front du Sinaï. Pourquoi une attaque généralisée? Pourquoi aujourd'hui? Vraisemblablement pour essayer de contraindre les Israéliens à relâcher leur pression sur le front syrien du nord, sur le Golan. Les combats qui se sont déroulés tout au long de la journée ont été extrêmement violents. Selon Le Caire, cette opération a été fructueuse. Les forces blindées et mécanisées égyptiennes auraient progressé avec succès vers l'est sur toute l'étendue du front. La DCA égyptienne affirme d'autre part avoir abattu 24 appareils israéliens. Rappelons qu'il y a une semaine et un jour, les Égyptiens franchissaient le canal de Suez pour prendre une bande de terrain de 10 à 15 km de profondeur, parfois, dans les territoires occupés par Israël depuis 1967. C'est ainsi que l'on avait vu flotter le drapeau égyptien sur d'anciens fortins israéliens. Selon Tel Aviv, l'offensive égyptienne d'aujourd'hui a été au contraire mise en échec par une vigoureuse résistance des troupes d'Israël qui auraient mis hors de combat 200 chars égyptiens. Le général israélien Herzog devait cependant déclarer « Tout laisse croire que l'on se trouve dans une phase critique de la bataille du front sud ». La percée israélienne au-delà de la ligne du cessez-le-feu de 1967 se poursuit à un rythme accéléré. On ne peut déjà plus parler de bataille du Golan, il s'agit en fait de la bataille de Syrie et peut-être même de la bataille pour Damas.
les blindés syriens, irakiens et jordaniens essaient désespérément de contenir l'avance israélienne. Nous sommes ici sur la route de Damas, à environ 30 km de la capitale syrienne, et l'avance des troupes israéliennes est absolument fulgurante. En divers endroits, les lignes de défense syriennes ont été absolument défoncées. La raison de la poussée israélienne ici s'explique très simplement. Tout d'abord, les Israéliens ne peuvent pas lancer une grande offensive sur deux fronts. Il faut d'abord, comme le disait le chef d'état-major général, nettoyer, liquider la poche du Golan, pénétrer en Syrie et détruire le potentiel militaire avant de se lancer dans la grande aventure du Sinaï. Vous êtes en première ligne ici, là? En première ligne de choses, là, antiaérienne. En première ligne de décès antiaérienne? C'est ça. Les troupes avancent bien? Pas mal. Ça a été dur? Un peu, oui. Vous avez eu des pertes pas mal? Non. Mais les Syriens? Chez les Syriens, oui, il y a assez de pertes. C'est normal, non? Ils le veulent. Ils en ont eu? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les Syriens se sont battus avec un courage et une détermination qui ont surpris Tel Aviv. Mais la poussée israélienne est telle que des centaines de combattants arabes se sont rendus. Nous sommes ici dans un avant-poste syrien qui a été capturé par les Israéliens hier, et c'est dans cette plaine probablement que se livrera la bataille de blindés pour Damas. En effet, Damas, que dominent les collines que vous voyez en arrière-plan, n'est plus qu'à une trentaine de kilomètres. Les Irakiens ont lancé dans la bataille une division entière, soit 13 000 hommes et 200 blindés. Nous avons assisté à l'assaut de la chasse israélienne contre les blindés irakiens. Depuis 2 heures, l'aviation israélienne attaque les concentrations de blindés irakiens qui ont été envoyés en Syrie pour épauler les forces syriennes. Selon Tel Aviv, la presque totalité de ces blindés aurait déjà été détruite. Entièrement dépourvus de couverture aérienne, car la maîtrise absolue du ciel appartient toujours à la chasse israélienne, plus de 80 blindés irakiens ont été détruits. Il est peu vraisemblable que les Israéliens essaient de prendre Damas. Selon l'état-major à Tel Aviv, il ne s'agit pas de faire de nouvelles conquêtes territoriales, mais de détruire la machine de guerre syrienne. Trompe d'eau sur la côte d'Azur, 3 morts, des dégâts considérables. Hier après-midi, donc en quelques heures, il est tombé sur le sud-est de la France 1/8 de la quantité moyenne de pluie annuelle. À Théoul, un bébé qui se trouvait dans son berceau au rez-de-chaussée d'une maison a été emporté par les eaux. Entre Golfe-Juan et Antibes, un couple a péri noyé dans sa voiture. Situation exceptionnelle, ces images en témoignent. Dans les ports de la Côte d'Azur, les propriétaires de bateaux ont dû passer la nuit entière à écoper leurs embarcations sous peine de les voir sombrer sous ces pluies diluviennes. Toute la journée d'hier, la Côte d'Azur a été paralysée par ces trompes d'eau. L'aéroport de Nice a dû être fermé de 15 h à 19 h à toute circulation aérienne. Les trains,
eux aussi, ont dû être stoppés par le mauvais temps, des coulées de boue ayant emporté une partie du balastre entre le Tréas et Cannes. Dans le Var, département le plus touché par les pluies torrentielles, le plan Orsec a été déclenché. À Saint-Tropez comme à Saint-Raphaël, 1 mètre d'eau recouvrait hier soir certaines rues de la ville. À Nice, dans les Alpes-Maritimes, de nombreuses caves ont été inondées, des routes coupées. Dans les Bouches-du-Rhône, le débordement des rivières a occasionné de nombreux dégâts aux cultures et à diverses habitations. Mais si aujourd'hui le soleil a brillé de nouveau sur la Côte d'Azur, la météorologie nationale prévoit pour demain un temps couvert et pluvieux sur la région du sud-est, ainsi que de nombreux orages. Sondage de la Sofres sur le raccourcissement du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, publié par les dernières nouvelles d'Alsace, le Républicain Lorrain, le Provençal, le Midi Libre et la Dépêche du Midi. S'ils avaient à se prononcer par référendum, 64 Français sur 100, quelle que soit leur famille politique, voteraient oui au raccourcissement, 17% non, 19% sont sans opinion. Ce sondage, publié dans le cadre de la chronique d'Alain Duhamel, a été réalisé entre le 5 et le 9 octobre. Mardi, les députés se prononcent sur le projet de révision de la Constitution. Mercredi, à l'Assemblée, débat sur la politique française à l'égard du Proche-Orient. Jeudi, deuxième examen par les députés du projet de loi sur le commerce et l'artisanat à la demande du gouvernement. En première lecture, a déclaré hier M. Messmer, les députés ont voté des amendements contradictoires qui risquent de rendre la loi inapplicable. Les sénateurs se prononcent à leur tour sur le projet de réduction du mandat présidentiel. Vendredi, éventuellement navette du projet entre le Sénat et l'Assemblée. Il devra être adopté en termes identiques pour être soumis au Congrès de Versailles, réunion commune des députés et des sénateurs. Émeutes en Thaïlande. L'armée a pénétré sur le campus de l'université de Bangkok pour disperser un groupe de manifestants. Les heurts ont été très violents. Officiellement, il y aurait eu 10 morts. Les étudiants de leur côté disent 200. À la suite de ces incidents, le gouvernement thaïlandais a donné sa démission. Toutes les institutions d'enseignement de la capitale ont reçu l'ordre de fermer. Ce matin, le calme était revenu à Bangkok. Nouveau crime en Argentine. Après José Rouchi, un nouveau responsable péroniste a été abattu. Il s'agit du docteur Racetti, vice-président de la banque municipale de Rosario, située à 400 km au nord de Buenos Aires. Ce crime intervient 2 jours après l'avènement du général Perón. Bien cette fois, vous l'entendez encore, la tradition est respectée. Ce concert d'avertisseurs salue la fin du 60e salon de l'automobile de la Porte de Versailles. Un salon qui s'achève sur une note joyeuse, mais il faut noter que malgré tout, la grande fête de l'automobile semble ne plus faire recette. En effet, cette année, seulement 860 000 spectateurs se sont rendus avenue La Porte de Versailles contre 910 000 l'année dernière. Et en 1969, 940 000 visiteurs s'étaient rendus au salon de l'auto. Il est vrai que cette année, c'était là un record. Ces chiffres traduisent malgré tout une baisse d'environ 6 à 7%. Cette désaffection du public est, semble-t-il, due à 2 causes. La voiture ne fait plus rêver. Maintenant, on choisit une voiture beaucoup plus en fonction de ses qualités réelles que de sa robe. L'absence de stars également. La plupart des voitures exposées au salon de l'auto circulent déjà sur nos routes. Il est vrai que les constructeurs n'attendent plus maintenant le salon de l'auto pour faire connaître leurs nouveautés. Autre enseignement, la quantité des visiteurs est cette fois remplacée par la qualité. Maintenant, on vient au salon pour s'informer et éventuellement choisir, mais à chaque fois en connaissance de cause. Le choix est déjà fait avant de venir. Et bien sûr, pour satisfaire cette curiosité, il faut du papier, beaucoup d'ailleurs, beaucoup de papier, 1 tonne environ pour chaque constructeur. Voilà, je crois que maintenant le concert d'avertisseurs s'est tu. Et maintenant, au calme, dans chaque stand, on va faire les bilans et tirer les enseignements de ce 60e salon de l'automobile. Premier enseignement, les carnets de commandes sont bien remplis, du moins chez les constructeurs français.
Chez Renault, dont la production représente le tiers du marché national, on se frotte les mains. 25% de plus de commandes fermes que l'année dernière. L'automatisme marque des points grâce à la R12 TR. La progression est lente mais constante, 12% de plus que l'année précédente. La R12 TX, nouvel atout de la régie, obtient un succès d'intérêt. Toujours beaucoup de demandes pour la R4 qui entre gaillardement dans sa 12e année de succès. La GS Birotor se confirme comme le futur cheval de bataille de Citroën, mais c'est toujours la GS 1220 qui est la plus demandée, 40% des ventes. Quant aux 2 chevaux, Diane, Ami 8 et Super, elles représentent toujours 45% du marché Citroën. Mon plus beau salon, déclare Guy Ligier. Après l'excellent comportement de ces voitures au Tour de France Auto, 12 Ligier sont déjà vendus et 60 sont en passe de lettres. Prix d'une Ligier, 74 500 francs. Chez Peugeot, c'est bien sûr le coupé 104 qui était très entouré, mais en fait, les ventes se sont étalées sur l'ensemble de la gamme, de la 204 à la 504. On ne cherchait pas à vendre chez Chrysler France, mais plutôt à renseigner les visiteurs. Les commandes ont malgré tout augmenté de 10% dû à l'apparition de la Baguera. Les 1100S et TI marchent bien, et les Rallye 2 à tendance sportive sont toujours très recherchés par les jeunes. Un seul salon aura suffi à la minima pour être consacré, déjà 500 commandes fermes, certainement la plus belle réussite du salon 73. C'était hier à Saint-Claude, la 2e édition du championnat du monde des fumeurs de pipe. Sourire aux lèvres et blague dans la poche, ils étaient 250, hommes et femmes, venus chercher ici la consécration en fumant le plus longtemps possible 3 grammes de tabac avec comme seul auxiliaire un bourre-pipe en bois. Parmi les prétendants au titre, Robert Sabatier, ce n'est pas lui, intronisé la veille, premier fumeur de l'année par les maîtres pipiers de Saint-Claude. Pour moi, la pipe, c'est la sagesse, c'est la méditation et c'est le pacifisme. Le fumeur de pipe est un homme pacifique et heureux et fraternel. L'auteur des allumettes suédoises tiendra une petite demi-heure. Au fur et à mesure que les minutes passent, la salle se vide. Au bout d'une heure, ils ne sont plus qu'une cinquantaine. Parmi eux, une femme, une italienne, Madame Visconti, avec 66 minutes et 47 secondes, la voici. Elle remporte le titre féminin, prouvant ainsi que fumer la pipe n'est plus un art et un plaisir exclusivement masculin. Un plaisir qui se prolongera encore 3/4 d'heure pour connaître le champion du monde. Les Japonais dont c'était la première apparition font grosse impression, mais c'est en définitive entre ces 2 hommes, 2 Italiens que se jouera le titre. À gauche, Giovanni Arscone, génois. Il fume depuis 1 heure et 56 minutes, mais c'est sans doute encore trop rapide. Le titre lui échappera de quelques grammes de tabac au profit de son compatriote Romeo Baiguera de Brescia, 1 heure 59 minutes. Le voici. La bouche pâteuse, les mains moites, mais heureux, les fumeurs de pipe du monde entier doivent désormais le reconnaître comme leur champion. L'Italie remporte le titre par équipe, la France termine 4e derrière le Japon et la Grande-Bretagne. Monsieur Baiguera, le pape de la bruyère, remettra son titre en jeu dans 2 ans au Japon. On s'y attendait, mais on pensait que le démon de la course aurait pris le dessus. Finalement, si le pilote écossais a décidé aujourd'hui de ne pas prendre le volant, c'est parce que la mort de quelques-uns de ses meilleurs amis et pilotes l'avait sérieusement ébranlé. La disparition de Seifert ici sur le circuit de Grande-Bretagne, les accidents mortels de Corridge, de Rindt, de bien d'autres encore rappelaient constamment à Stewart que le métier de pilote automobile était parmi les plus périlleux. La fin tragique de Williamson, brûlé vif sur le circuit de Zandvoort en dépit de l'aide de son camarade David Purley, enfin et surtout la mort de Sauver, son ami, son copain, ont décidé Stewart à ne plus jouer avec le destin tous les dimanches. Mais si Stewart se retire aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que Hélène, son épouse, le suppliait depuis plusieurs années de s'arrêter. 3 fois champion du monde, vainqueur de 28 Grands Prix de Formule 1, Stewart se retire à regret en pleine gloire. Victorieux pour la dernière fois au Grand Prix d'Allemagne le 5 août dernier, il rejoint les As du volant, et ils sont rares, qui ont pris la sage décision de quitter les circuits avant qu'il ne soit trop tard.
Stewart, qui n'était âgé que de 34 ans, s'est assis pour la dernière fois au volant de son monstre d'acier il y a un mois au Grand Prix du Canada. Tout le monde regrettera sa retraite prématurée, tout le monde, sauf une seule personne, son épouse. Si le sport automobile a perdu un grand pilote, Helen Stewart a retrouvé enfin un mari. Qui n'a pas lu les fantastiques romans de Jules Verne? Je devrais dire d'ailleurs plutôt les romans fantastiques. Grands et petits n'ignorent plus rien généralement des aventures du capitaine Nemo et de l'Odyssée aventureuse et quelquefois inquiétante du Nautilus. Du roman au cinéma, il n'y a qu'un pas, qui a été d'ailleurs allègrement franchi par une coproduction avec précisément notre première chaîne de télévision. On peut voir pour le moment l'île mystérieuse, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agit, sur les écrans parisiens et retrouver des personnages qui nous sont familiers, sous les traits de vedettes de cinéma qui nous sont d'ailleurs tout aussi familières, puisqu'il s'agit d'Omar Sharif et de Philippe Nicaud, que nous retrouvons dans l'île mystérieuse. Pour le week-end des enfants et des parents aussi, bien sûr, voici l'île mystérieuse. Tout Jules Verne animé, avec ses naufragés sur une île déserte, pas aussi déserte qu'on le dirait, car un mystérieux Robinson y est revenu à l'état sauvage à force de solitude. Un non moins mystérieux aristocrate en cape rouge s'y cache. Vas-y, cherche-le, cherche. Non! Ces hommes nous ont sauvé la vie, n'agissons pas comme des ennemis. Vous n'avez rien à craindre de nous! Nous voulions vous demander les moyens de quitter l'île. Ah! Des hommes vêtus de scaphandres qui ressemblent à des libellules y marchent également mystérieusement sous l'eau. L'île est hérissée de machines à lancer la foudre que nos héros bravent en se promenant avec des paratonnerres dorsaux portatifs. Enfin s'y cache le Nautilus, l'ancêtre poétique et bizarre des sous-marins d'aujourd'hui. Comment êtes-vous arrivé ici? Tu as fait sauter mon bateau, n'est-ce pas? Mais le tien est 100 fois mieux. Donne l'ordre d'appareiller. Je suis pressé. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien à perdre. Moi non plus. Ajoutez-y un tremblement de terre, un volcan en éruption, la tempête, et Omar Sharif qui joue le capitaine Nemo avec un œil noir, mouillé et mélancolique. L'île mystérieuse, c'est la science-fiction en fiacre et en crinoline. Hélas, aujourd'hui, les îles ne sont plus mystérieuses, même pas la Lune. Avec le commentaire remarqué de France Roche. Avant de terminer, je vous donne le résultat du tiercé qui se disputait cet après-midi à Longchamp. Il fallait jouer le 9, le 6 et le 11. Ce tiercé rapporte dans l'ordre pour 3 francs 3 751 francs 50 et dans un ordre différent toujours pour 3 francs 750 francs,30. Le couplet pour 2 francs, lui, rapporte 61 francs. Voilà, cette édition est terminée. Merci de votre attention au nom de toute l'équipe de 24 heures sur la Une. Bonne soirée. Au revoir.